Le Talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non. Arnaud Montebourg aurait-il dû démissionner? Diantre, certainement pas. Pourquoi aurait-il dû démissionner? Jérôme Cahuzac doit-il démissionner? Même réponse. Pour l'instant, rien de peut justifier cela. Mélenchon veut construire une majorité alternative avec les Verts, la gauche du Parti Socialiste. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Il n'y a pas de gauche irréconciliable, donc il ne faut pas considérer qu'il y a une gauche molle et une gauche sincère et authentique. Si on théorise qu'il y a deux gauches, on est mort. Le recours de Marine Le Pen a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Il n'y aura donc pas de partiel à Hénin-Beaumont. Vous êtes soulagé? C'est le droit qui s'est exprimé, donc il y a eu des annulations, il y a eu parfois pas d'annulation, il n'y a pas de complot. Elle va crier au complot, mais c'est un peu éculé comme truc. On va y revenir. Rachida Dati était ce matin sur France Info. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'elle a dit. Moi, je suis très choquée par ce camouflet honteux que vient de nous infliger M. Mittal avec la complicité de Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Enfin, c'est absolument inacceptable. Moi, je comprends l'émotion et le désarroi des salariés, des ouvriers de Mittal sur le site de Florange. Donc, en gros, vous partagez son analyse? Complètement. Mittal a fait un bras d'honneur de longue date. Les élus locaux et les syndicalistes de Florange le savent parfaitement, sa parole est décrédibilisée. Pourquoi Jean-Marc Ayrault s'est lancé à ce moment-là et François Hollande dans cette négociation, alors que j'imagine vous les aviez prévenus, ils savaient qu'il y avait ce risque? Mais parce qu'ils avaient une feuille de route et ils l'ont respectée, sauvegarder l'emploi sur le site de Florange. Donc le premier engagement était pas de plan social. Il ne faut pas oublier que cet engagement a été tenu. En tous les cas, il n'y a pas d'annonce de plan social. On a échappé l'annonce de plan social, donc il ne faut quand même pas oublier ça. Il faut mettre ça au crédit de la négociation, et cette négociation a pu se mener parce qu'il y a eu un rapport de force, et ce rapport de force, il s'est appuyé sur le fait qu'Arnaud Montebourg a mis sur la table à un moment donné l'hypothèse de la nationalisation temporaire. Et cet interventionnisme de la puissance publique, il faut l'avoir toujours présent à l'esprit, et encore plus aujourd'hui à Florange, puisque avec cette histoire du report, on ne sait pas quand, du projet Ulcos, il va donc falloir, et le président de la République s'y est engagé, de tout son poids, il n'y a pas eu un jeu de mettre dans la négociation, la parole de l'État. Puisqu'au fond, on apprend au lendemain de la signature de l'accord que Mittal se retire du projet Ulcos, alors que c'était un des éléments forts de la négociation. Manifestement, il n'a pas pris au sérieux les interlocuteurs qu'il avait en face de lui. Il parle à la France et à travers les autorités, le Premier ministre et le Président de la République, le peuple français, qui ne peut pas supporter l'idée de l'impuissance de l'État face à des comportements de ce type. Donc, ce qui était possible hier doit de nouveau l'être aujourd'hui. Donc moi je plaide pour que l'outil de la nationalisation temporaire, on puisse continuer à dire il est présent, ce qui suppose une chose, qu'on maintienne en activité les hauts fourneaux et que donc il n'y ait pas la rupture de l'alimentation de gaz, parce que ça signifierait la victoire de Mittal. En même temps, on a l'impression qu'à l'Élysée comme à Matignon, cette idée de nationalisation temporaire, au fond, ni l'Élysée ni Matignon n'y croyaient. Vraiment. N'ont pas envie d'utiliser cette arme. Écoutez, moi j'ai entendu le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, dans l'hémicycle, devant le Premier ministre, défendre cette idée, sous les applaudissements de la gauche. J'ai entendu bien des responsables politiques à droite, conscients de la situation, de Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et des finances, au moment de l'OPA inamicale, jusqu'à Henri Guénaud, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui nous dit avoir hésité à un moment à mettre en œuvre cette nationalisation. On voit bien qu'au nom du patriotisme économique et de la volonté de réhabiliter l'intervention de l'État, l'outil doit pouvoir être examiné. Donc je comprends, ça fait débat à gauche comme à droite. Mais je trouve que c'est au gouvernement. Oui, mais il y a un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale, qui est déposé, ou une proposition sur, qui avait été une promesse de campagne sur le fait que si un site est en difficulté... Et que le détenteur du site ne veut pas céder l'outil de production, c'était un engagement de François Hollande. Il faut qu'on puisse avancer sur ce texte. Pourquoi ça n'avance pas ce texte à l'Assemblée ? On savait qu'il ne pouvait pas s'appliquer là tout de suite du fait du calendrier parlementaire à la situation d'ArcelorMittal, d'où l'outil de la nationalisation temporaire qui, lui, peut être mis en œuvre beaucoup plus rapidement. Mais vous demandez que ce texte soit... Il faut créer du rapport de force. Moi, je demande une chose. Que ce texte soit déposé, parce qu'il n'est toujours pas à l'ordre du jour. Que l'État se dote de tous les moyens juridiques qui lui permettent de peser dans le rapport de force. Nationalisation temporaire quand c'est nécessaire, ou par exemple sur un autre type de choses qui sont insupportables, les licenciements boursiers dans les entreprises qui font des profits. Je peux vous prendre l'exemple de Sanofi, 6 milliards de profits et un plan soi-disant de départ volontaire de 914 salariés. Il faut que
le législateur dissuade, punisse, sanctionne financièrement de manière dissuasive ces licenciements boursiers parce que c'est incompréhensible pour les salariés français. Je reviens 5 minutes sur Hénin-Beaumont. Vous disiez Marine Le Pen va dire que c'est un complot et tout ça. Comment on sort justement de cette difficulté? Le Conseil constitutionnel n'a évidemment pas annulé l'élection partielle et Marine Le Pen va dire voilà, c'est l'UMPS qui est de nouveau associé pour m'empêcher de rentrer à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au fond il ne faudrait pas que Marine Le Pen soit à l'Assemblée nationale? Écoutez, si elle gagne des élections, elle pourra accéder à l'Assemblée nationale. Sa nièce, Marion Maréchal, est à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas un complot qui interdit. Je préférais que la victoire du camp républicain permette à chaque fois d'éviter que le Front National ne rentre à l'Assemblée nationale. Elle a perdu dans les urnes. Elle a perdu dans le recours au Conseil constitutionnel. C'est un double camouflet pour elle. Et puis c'est la reconnaissance du fait que Philippe Kemel, qui a dû subir le député de cette circonscription socialiste, qui a donc été confirmé dans son élection, il s'est pris des tombereaux d'injures dans cette période et de dénigrement de la part du Front National. Tant mieux que les juges de l'élection aient confirmé le suffrage universel. Hier soir, dans l'émission Des paroles et des actes, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a parlé d'une gauche efficace. Est-ce que cette terminologie vous convient? On avait l'impression que l'utilisant, c'était aussi une manière de montrer que Jean-Marc Ayrault, lui, n'était pas tellement efficace. Écoutez, c'est votre interprétation de la pensée cachée de Manuel Valls, mais on plaide tous pour une gauche efficace, pour une gauche durable, parce que c'est ça qu'on a tous présent à l'esprit. C'est ce qu'il veut aussi, rester durer longtemps. Au-delà d'un seul mandat. Et cette efficacité, moi, ma conviction, elle est qu'on s'adresse à tous les segments de la société. On a fait un choc de compétitivité pour les entreprises, dont acte. Moi, je souhaite, et un choc de confiance pour elles. Je souhaite qu'on ait parallèlement, simultanément, un choc de confiance à destination des salariés, du peuple de gauche. On le fait avec les emplois d'avenir, on le fait avec demain le contrat de génération. On va réhabiliter l'intervention de la puissance publique avec la banque publique d'investissement. Il y a besoin de ces marqueurs à gauche parce qu'on le voit bien avec la crise. Pour rééquilibrer ? Pour montrer qu'on marche sur les deux jambes. Le souci de l'efficacité économique et en même temps le souci de la justice sociale, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Il ne faut pas qu'on parfois on donne l'impression d'être un peu déséquilibré. Moi, je suis pour que la gauche soit décomplexée d'une certaine manière. On l'a fait avec un budget très ambitieux, en alignant la taxation du capital sur la taxation du travail. Mais il faut qu'on puisse affecter. Mais je pense qu'il faut qu'on confirme le peuple de gauche et qu'on fasse l'alliance des productifs dans ce pays, du patron de petites PME aux salariés, et qu'on puisse opérer le partage des richesses et la redistribution sans céder aux sirènes d'un certain patronat. Jérôme Guedj, merci d'avoir répondu à la question.